أول نمازيغن تذويلت نتمازغا لراديو فريكونس باري بلوريال. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, dit Radio Fréquence Paris Pluriel. Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est 106.3 sur les ondes FM, nord sur Internet, rfpp.net. أول نمازيغن تساذويلت نتمازغا ونتهكي افريدي وكور الاثنين من زون يلا كور دي السبعة ألمات 8 وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال. Awali Maziran, une émission que vous propose Tamazra sur les ondes de radio Fréquence Paris Pluriel le premier lundi de chaque mois. Vous pouvez nous écouter, nous retrouver en direct sur les ondes FM 106.3 ou alors rfpp.net pour vous qui n'êtes pas sur Paris, en région parisienne. Région parisienne. Voilà. الزلف لكون تزلف لوان أكويثي ذويذ إديسلن إث ذويل تاقيا وإذ ثوري يسعان لابيتود النومن سلند إث ذويل تاقيا نتمازغا من سما أول نمازيغن داول نون داول نمازيغن أن دافغوني لين ماشي كان داول نمازيغن داول لوسيان نمدوكل نمازيغن يهي كان ثميلا. Oui, c'est vrai. Donc c'est effectivement c'est une parole. La radio on dit Fréquence Paris Pluriel, la radio des sans-voix. Et donc voilà, c'est la parole des Imaziran comme notre titre de l'émission l'indique, mais c'est aussi la parole des amis, de tous les sans-voix. Voilà, donc Itamazra a des amis, a des peuples, a des amis. Donc c'est des peuples qui luttent pour leur liberté, pour leur dignité. Et aujourd'hui, justement, notre émission sera consacrée essentiellement à un peuple ami qui est en train de souffrir, qui est en train de faire face à la barbarie de la Turquie et ses alliés djihadistes. Comme d'habitude, à la technique Arthmachinin dirige Roussawar au micro, c'est Thamila. Salut. Thamila. J'étais bien là. Et Massine, voilà. الساقين Inugina Ismis Baker El Cordo. Il est membre de la représentation du Rojava en France. Le Rojava, c'est un État, c'est une auto-administration kurde qui se trouve au nord de la Syrie et qui ont une représentation en France qui est reconnue par l'État français. Donc c'est Baker El Cordo qui est membre de cette représentation qui est notre invité aujourd'hui, Azul Baker. Azul. Merci d'être venu pour nous parler de la situation dans le Rojava aujourd'hui. Alors, avant de commencer, on va donner la parole à quelqu'un. Si je devais délivrer un message de mort, avant de mourir, un testament, c'est la haine des religions. Voilà. Je crois que ce qui a esquinté le monde, et ce qui m'a esquinté à moi, et ce qui vous esquinte à vous, et ce qui esquinte tout le monde, c'est les religions. Attention à ça. Faites bien attention à ça. Ceux qui jusque-là se faisaient passer pour des socialistes et des communistes, etc. Pourquoi ils baissent les bras? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne crient pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne dénoncent pas? Pourquoi est-ce que... Et pourquoi est-ce que des pâles cons et des pâles criminels maintenant nous mènent à la perte? Les intellectuels, les gens qui pensent, etc. Et alors, qu'est-ce que vous faites de vos pensées? Qu'est-ce que vous en faites? Des brioches? Ou de quoi? Et alors, debout, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y aura jamais un seul bon Dieu. Et s'il y en a un, c'est vous, mais alors debout. Bon, vous l'avez certainement reconnu, c'est Kateb Yassine. Kateb Yassine, c'est un grand personnage, un grand homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Nord, mais l'histoire de l'humanité. Kateb Yassine, ça fait 30 ans qu'il nous a laissé. Il nous a laissé un trésor. Un trésor, Kateb Yassine est un berbériste, c'est un Nord-Africain, c'est un Amazigh qui aime son pays, qui a tout fait pour son pays, pour son identité. Il nous a laissé beaucoup de choses.
hein. Donc là, on a entendu son testament, hein, avant de mourir, c'était quelques mois avant de mourir, il a tenu à dire ça. Et il était malade avant de mourir. C'est très fort ce qu'il dit, hein. Ils sont rares les gens de sa trempe qui ont osé pointer le problème. Le problème en Afrique du Nord, donc à travers Tamaza, mais aussi à travers une bonne partie du monde. Et je pense d'ailleurs que nos amis kurdes souffrent aussi de ce mal que Katib Yassine a pointé dans son testament. Bon, bien sûr, on a envie de rendre hommage à cet homme, on peut dire beaucoup de choses, mais il n'y a pas mieux que de le laisser parler. Donc on va le laisser aussi parler encore pendant quelques minutes. Il devrait se réclamer de Tamazight. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est? C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabaïl, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les Algérois? C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et cette langue, on l'entend tous les jours dans la rue. La question de la langue détermine tout. Étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. Bon, la femme, elle est au centre de la société. Et chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée. Au nom de quoi? Au nom de l'islam. Au nom de la religion. Au nom de l'islam. Et tout cela se fait au nom de la religion. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation, qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, Tamazight, parce que je vous parlais tout à l'heure de la Karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges, parce que Karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Puisque Karina, c'est le nom que lui donnaient les Arabes. Karina, c'est un peu la même racine que Cohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme, à la limite, entre prophétesse et sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle avait le don du verbe, parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire, comme une femme qui parlait très bien, qui savait convaincre. Convaincre de quoi? Convaincre un peuple de son identité, puisqu'elle était à la tête de ce combat, et pas pendant un an ni deux, ça a duré plus de 10 ans. Bon, seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les femmes? Donc pour nous, comment combattre? Alors maintenant, allons jusqu'au bout. L'indépendance, oui. Le drapeau, oui. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes? Est-ce que l'Algérie est réellement aujourd'hui libérée, entièrement libérée? Non. Elle est libérée du colonialisme français. Mais il y a encore d'autres formes de colonialisme. Parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Hein? Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus épaisse couche de colonialisme? C'est bien la couche arabo-islamique, parce que celle-là date de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression, parce que pendant ces 13 siècles, maintenant on tend à nous faire croire que nous sommes devenus arabes et musulmans, comme si ça allait de soi, et comme si ça ne nous avait pas été imposé par les armes, par la violence. Parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe et persécuté Tamazight. Et nous le voyons aujourd'hui, ça continue. Alors maintenant, ils ne sont pas anti-arabes, partout. Mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe, ça n'existe pas. Hein, n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'Arabie Saoudite. Quant au peuple de langue arabe, chacun son arabe. Ces peuples de langue arabe sont nos frères au même titre que tous les autres peuples, sans aucune priorité. Je ne vois pas pourquoi on privilégierait un arabe. Pour moi, qu'il soit arabe, africain ou sud-américain, un peuple est un peuple. L'internationalisme suppose qu'on ne s'en tienne pas
à ces régionalismes qui sont en fait des pièges du nationalisme, une autre sauce, élargie, délayée, dans les relents d'histoire, etc. Maintenant, nous voulons mettre les points sur les i, et le théâtre nous permet. Alors, nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Hein? Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Il le peut. Ça paraît utopique, mais je reviens à la phrase de Lénine quand il disait une femme de ménage devrait pouvoir s'occuper des affaires de l'État. Ben, effectivement, c'est ça. Il faut arriver à une prise de conscience des gens tels qu'ils puissent s'occuper de leurs propres affaires sans avoir besoin de les déléguer ni au maire, ni au conseiller général, ni aux députés. Puisqu'après tout, les choses ne sont pas sorcières. Hein, il faut apprendre. Il faut prendre ses responsabilités. أول مزيغن تسدويل تونتسهقيت مزغا أفريدي وقور ديس هذا تسلتني نمزو أمنزونية لاقور دي السبعة أما تسمانية وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM, mais il est sur Internet. Eh bien, si c'est sur Internet que vous voulez nous suivre tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h30, il faut vous rendre sur www.rfpp.net. Tslem des Kateb Yassine. Bon, c'est juste un petit extrait d'un entretien qu'il a accordé à Stéphane Gatti, donc il y a longtemps. Voilà, donc on a tenu à lui rendre hommage aujourd'hui parce que tout ce qu'il a dit, on le vit. Hein, on le vit au quotidien et ça se confirme chaque jour. Et je pense que ce qu'a préconisé Kateb Yassine demeure ce qu'on doit faire, ce que les Nord-Africains doivent faire. Tant qu'on n'a pas pris notre destin en main, tant qu'on ne s'est pas attaqué aux véritables problèmes qui menacent notre identité, qui menacent l'Afrique du Nord, qui menacent Timouzra et Temazra, eh ben, notre existence est menacée. J'aimerais bien aussi, dans cette émission, rendre hommage aujourd'hui, ne serait-ce que par un petit mot, à Kamel Hamzal. Kamel Hamzal, c'est un jeune étudiant qui a été assassiné le 2 novembre 1982 par des hordes d'islamistes à l'université de Ben Aknoun. Voilà, c'est-à-dire que les Berbères, les Kabyles ont subi l'islamisme, la violence islamiste depuis déjà longtemps. Et cette idéologie islamiste qui se cache derrière la religion islamique ou la religion musulmane, ça fait longtemps qu'il ne cache pas son anti-amazérité et puis qu'il use de la violence et de la criminalité à l'égard des Amazirs. Et bien sûr, tout cela avec la complicité du pouvoir, du régime. C'est valable pour le régime algérien, mais c'est valable pour tous les autres régimes. En Afrique du Nord, ouais. Voilà, donc, une pensée. Voilà, une pensée à Kamel Hamzal qui nous a laissé le 2 novembre 1982 parce qu'il a été assassiné par... Il nous a été arraché. Voilà, arraché, il nous a laissé. Il a été assassiné par une manière barbare. Il a été poignardé. Il n'avait que 20 ans et il militait pour la démocratie, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il voulait juste... Une autre vision du monde. Exactement. Il voulait juste afficher... Voilà. Un appel à une assemblée générale démocratique. Et il n'avait pas le droit. Et on l'a tué. Certains. On l'a tué par des sabres, par des haches. Voilà. Donc c'était juste pour faire un clin d'œil parce qu'on va pas tarder peut-être à mieux accueillir et à lancer la discussion avec notre ami. Exactement. Mais comme quoi des Daesh et des Daeshiens, il y en avait depuis toujours au final. Et ce qui est bien aussi dans ce qu'a dit Kateb Yassine, c'est qu'il a parlé de la colonisation turque. En Algérie, en Afrique du Nord. Et ça, il y a à la limite très peu de gens, on peut dire carrément, il n'y a personne qui parle de ça. Personne aujourd'hui, ils font tous des discours, des machins sur la colonisation française, mais personne n'évoque la colonisation turque. Alors, pourquoi, à ton avis ?
ça. Il Hein? faudra leur demander. Hein, Moi, qu'est-ce que t'en j'ai penses. ma petite idée T'as là-dessus. ta Hein. petite idée? Ouais. Ouais, je pense aussi, mais bon, peut-être que Ouais. les Turcs les ont assimilés comme les Non, parce qu'ils les considèrent comme Arabo. leur frère. Leur frère dans la religion. Bien. Donc, Bien. donc le colonialisme turc, c'est pas considéré comme un colonialisme. oui, non. Voilà, c'est des frères On sait comme pas ce que voilà c'est. qui étaient là pour. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, bien sûr, là, on va pas tarder donc À rentrer à dans le- évoquer, à rentrer dans le vif du sujet, à évoquer la question kurde, la situation des Kurdes aujourd'hui. Et du Mais Rojava. avant ça, il y a quelque chose. Erige nous a préparé quelque chose. C'est un genre des gars. Ouais. Oui, les Kurdes vivront, c'est ça, Bakr. Donc voilà, sans trop tarder, donc là on va Qu'est-ce rentrer qu'on dans le vient vif du sujet d'écouter? Tu peux aujourd'hui. justement le dire? Et oui, justement, c'est l'hymne national kurde. Vous venez d'écouter l'hymne national kurde. Peut-être que Bakr va le commenter. Voilà, je te laisse. Donc Azzoul, l'ouvre encore une fois. Et bienvenue à Wali Maziran. Alors, à Wali Maziran, c'est la parole des Berbères. Et aujourd'hui, c'est la parole aussi des Kurdes d'aujourd'hui. Très bien. Donc, Azzoul à toutes les Berbères du nord d'Afrique et au monde en entier. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Azul Flay. Par rapport à, donc, merci d'abord de me donner la parole pour vous parler de la situation. Ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, là même, quand on entend l'hymne national kurde, c'est l'hymne national ses paroles étaient composées par un poète kurde, Deldar, qui était dans les prisons du régime iranien dans les années 40, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a composé, et par la suite, qui est devenu l'hymne national de toutes les Kurdes. Et dans ces mots, les mots de l'hymne national, on voit que ça revient très souvent. On dit les Kurdes, ils ne sont pas disparus, les Kurdes sont là, les Kurdes sont toujours vivants et ils seront. Et ils seront là. Voilà, ils seront toujours là. Ouais. Voilà. Donc, Bakr El-Kordo, tu es membre de la représentation d'Eurojava en France. Alors, justement, l'Eurojava, c'est quoi l'Eurojava? Pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'Eurojava, puisque, bon, en ce moment, on entend parler d'Eurojava, mais à mon avis, il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est, et surtout situer l'Eurojava par rapport au Kurdistan. Et bien sûr,
Nous entendons parler du Rojava en ce moment parce que depuis le 19 octobre, c'est ça, l'État turc, l'État d'Erdogan, de l'islamiste Erdogan, donc a lancé une offensive sur ce territoire kurde. Tout à fait. Donc, d'abord, avant de vous parler du Rojava, je voudrais rendre hommage aux deux grandes personnalités que vous avez évoquées d'abord lors de votre émission, Yassine ou Kateb Yassine, et puis le jeune qu'il était, en tout cas Hamza Kamal, qui était tué par assassiné. Et c'était impressionnant d'abord les mots qu'il disait Kateb Yassine, puisqu'on a l'impression qu'il le dit il y a une heure, qu'il le dit maintenant. C'est toujours d'ordre d'actualité, je pense, et je pense que si on change le mot Afrique du Nord ou Algérie par des mots qui vont correspondre à la situation du Moyen-Orient aussi, c'est toujours valable, je pense. Voilà. C'est-à-dire, on a souffert de deux choses, du panarabisme et du pan-islamisme, ou bien du pan-turquisme aussi, et du pan... Donc voilà, ce sont toujours ces deux idéologies qui voulaient dominer ce monde-là et dominer cette région. Alors, ça c'est par rapport... peut-être on reviendra un peu plus, je développerai la question du panarabisme et du pan-islamisme. Mais en ce qui concerne donc, les Kurdes et le Rojava, comme vous le savez, donc, le territoire kurde, qui est donc le Kurdistan, a été, à la veille de la Première Guerre mondiale, partagé entre 4 États. C'était d'abord donc, les accords donc, les fameux accords de Sykes-Picot, où c'était un partage colonial, où donc, les territoires kurdes, une partie serait annexée à l'État turc créé par les Kemalistes en 1923, et une partie donc, incorporée à ce qu'on appelle, donc, on appellera l'État de la Mésopotamie ou l'Irak, et une autre partie à l'Iran, et la dernière partie à la Syrie. Quant à la partie du syrien, nous on l'appelle ça le Rojava, donc ça veut dire le Kurdistan de l'Ouest. D'accord. Voilà, c'est ça veut dire Rojava, ça veut dire Kurdistan de l'Ouest. Kurdistan de l'Ouest. Donc dans ce Rojava, comme j'avais dit, a été incorporé officiellement en 1921 par la traité officiellement d'Angora ou d'Ankara à l'État qui s'appellera l'État syrien, qui était sous le mandat français. Voilà. Et donc depuis cette date-là, donc les Kurdes, une partie vivent en Syrie et vivent en Syrie. Alors peut-être juste quelques mots sur avant pour faire du contexte, avant d'arriver à 2011, c'est-à-dire de ce qu'on a pu observer. Qu'une fois que l'État, donc le Rojava était incorporé à l'État syrien, sous le mandat français, il n'y avait pas une autonomie pour les Kurdes. De ce qu'on a pu, donc de ce qu'il y avait sur place en Syrie, c'était une autonomie pour les régions alaouites, une autonomie pour les régions dourous, mais pas pour une autonomie pour les Kurdes. Mais les Kurdes, lors du mandat français, ils avaient pu bénéficier d'une ouverture culturelle. C'est pendant le mandat français qu'on avait, en tout cas, la naissance, c'était un mouvement culturel kurde très développé. C'était sous le mandat français, et notamment en 1932, que le frère Badr Khan, et notamment Jaladat Badr Khan, qui va lancer la première revue en langue kurde avec des alphabets latins. Donc c'était le début de la latinisation de la langue kurde. D'accord. La revue Hawar, en 1932, à Damas, qui va donc est née. Et donc, en tout cas, pendant les années 30, les années 40, il y avait tout un développement de mouvement culturel kurde jusqu'à donc, l'indépendance de la Syrie officiellement en 1946, où on va voir une élite animés par le panarabisme ou par le pan-islamisme, justement, qui vont dominer la scène politique, qui vont essayer de réprimer non seulement les Kurdes, mais aussi nier l'existence de tous les autres peuples de la Syrie, les Syriaques, les Assyriens, les Arméniens, qui font partie de cette mosaïque de la population qui abrite la Syrie. Donc, pendant toute la période de domination syrienne, les Kurdes étaient réprimés et arrive 2011 et les événements qui ont touché un certain nombre d'États au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et là, par contre, les Kurdes de Rojava
on peut accéder à un statut particulier. Voilà, on aimerait bien savoir plus que là-dessus. Tout à fait. Donc, avant 2011, les Kurdes ont subi vraiment plusieurs types de politiques discriminatoires. En 1962, 120 000 Kurdes étaient déchus de leur nationalité syrienne. Et pendant plus que 50 ans, jusqu'à la veille de la révolte en Syrie, ils étaient toujours sans la nationalité, même leurs petits enfants, même leurs enfants. Il y a d'autres politiques, l'interdiction de la langue kurde, la politique de la réforme agraire et la ceinture arabe qui visait à changer la démographie de cette région kurde. D'ailleurs, ce changement démographique, il est toujours d'actualité aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Alors, toute cette politique qu'ils étaient dans les années, commencé dans les années 50 avec l'union entre l'Égypte et la Syrie, l'Égypte de Nasser, et après avec les bassistes. À la veille de la guerre civile en Syrie, en 2011, quand la guerre a été déclenchée, le mouvement de la contestation, les Kurdes, ont aussi participé à la manifestation, qui était d'abord une manifestation pacifique. Mais cette manifestation pacifique va se transformer à une guerre civile avec un affrontement entre donc ce qu'on appellera l'armée syrienne libre et avec donc nous les Kurdes, ce qu'on avait pris comme initiative, c'est développer ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire nous allons protéger notre région puisque une partie on va dire ces rebelles, ce qu'on appellera les rebelles, ils vont se transformer, ils vont être en tout cas financés et téléguidés par des pouvoirs islamistes d'Ankara et pouvoirs d'islamistes aussi d'autres comme l'Arabie Saoudite et le aussi Qatar, peut-être. Voilà. Ces trois. Et donc très rapidement, c'est devenu des groupes islamistes qui vont d'abord attaquer nos régions. Donc, qu'ils attaquent nos régions, et c'est de là, les Kurdes ont créé des forces armées pour la défense de cette région et ont créé une auto-administration avec nos autres partenaires de notre région, notamment c'était les Syriaques, pour donc diriger cette région. Justement, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur la façon dont la région est administrée et le type de démocratie qui est pratiquée? Alors donc, avec l'émergence ou bien la création de l'auto-administration du Rojava, son annonce officielle c'était en novembre 2013. À partir de cette date-là, nous avons aussi mis en place un contrat social qui va être comme une sorte d'une constitution pour nous, pour les Kurdes et aussi les autres peuples. Donc comme c'est une réalité, nous, dans notre région, il y a une mosaïque de population qui y habite, nous avons trouvé que la solution serait d'adopter ce qu'on appelle l'idée de confédération démocratique qui était développée par Abdallah Öcalan, qui correspond à la réalité de notre région. En tout cas, qui serait la réponse aux différentes idéologies qui ont régné en Syrie par le passé, qui est le panarabisme et le panislamisme. Ces deux idéologies n'ont ramené que le chaos dans la Syrie. Alors nous, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, dans ce contrat social, nous avons mis en place des grands principes. Quels sont ces grands principes-là? Il s'agit de la principe de la multi-ethnicité, où on a mis en place, on a reconnu 3 langues officielles dans notre région, la langue kurde, la langue arabe, la langue syriaque. Pour la première fois en Syrie, la langue syriaque c'est devenu une langue officielle. Pour la première fois, la langue kurde, en tout cas dans notre région, est devenue une langue officielle enseignée. Donc dans toutes les instances, partout, à l'école, les enfants syriaques apprenaient leur langue, apprenaient aussi les autres langues, la langue arabe, et les Kurdes aussi apprenaient leur langue. Donc c'est quelque chose qui était pour la première fois même en Syrie et au Moyen-Orient, notamment pour les peuples syriaques aussi. L'autre principe qui est important, c'est la question de l'égalité homme-femme, puisque nous avons mis en place un système, notamment ce qu'on appelle coprésident, dans toutes les instances, dans les mairies, dans les assemblées, partout dans nos institutions,
on a mis ce principe-là avec l'obligation que ce soit en tête un homme et une femme. Une femme. Voilà. Et aussi, nous avons mis en place des quotas avec une présence des femmes 40% dans les assemblées, que les femmes soient représentées. Dans nos forces armées, les femmes, il y avait une branche des femmes, donc le GREC-PJ, donc Yekinium Parastanajan, les unités de défense des femmes. Et aussi, il y a notre principe qui était un principe important. Toutes les lois qui concernent les femmes, c'est aux femmes de se prononcer, c'est-à-dire s'il y a une loi qui concerne les femmes peuvent dire non, et ça passe pas cette loi-là, malgré qu'il y a une majorité. Donc les hommes n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Donc les hommes, ils n'ont pas leur mot à dire si ça concerne les femmes. On a un principe qui est les premières concernées qui décident. Donc là, à l'occurrence, ce sont des femmes. Donc c'est aux femmes qui vont décider. Et ça, c'est l'un des points importants dans notre système qui était mis en place partout. Ce système-là, d'abord, il était le HDP par le passé, il l'a adopté, le parti pro-kurde en Turquie. Nous aussi, donc comme on avait dit, on a trouvé que c'est la meilleure façon pour gérer notre société. On l'a aussi pris en considération, on l'a adopté. L'autre point aussi qui concerne le contrat social et le modèle qu'on a adopté, j'ai évoqué la question de l'égalité homme-femme, j'ai évoqué la question de 3 langues, la question de la laïcité aussi, qui est au cœur même de notre modèle. Donc, parce qu'on a des religions, il y a donc les musulmans et des chrétiens. Donc, afin d'éviter, la laïcité est une bonne moyenne pour résoudre beaucoup de problèmes. Et cette laïcité, on a donc interdit la polygamie. Voilà, dans notre région, la polygamie est devenue interdite, sauf pour les gens qui ont déjà 2 femmes, on ne va pas leur demander de faire un choix. Voilà. Vous obligez à choisir. Donc là-dessus, on voulait... Voilà, donc je peux... Donc il y a tout ça, il y a aussi... ce qui est important pour nous, c'est que la question de la réconciliation, qui est au corps même de notre système politique, qui est important. Là, j'ai parlé qu'on ne va pas appliquer les choses et forcer les gens à donc, prendre des choix qu'eux, forcément, ils n'ont pas envie de le faire. Cette réconciliation qui était très importante, on a essayé, à travers des comités qu'on a mis en place partout dans nos régions, même dans les villes plus tard, il y avait un rôle important dans les villes à majorité arabe, comme Raqqa, qui était donc libéré de Daesh. Moi-même, j'étais en mars de cette année à Raqqa même. Donc j'ai pu voir comment ce comité travaille. Il faut un travail extraordinaire pour résoudre les problèmes qu'il y avait à l'époque de Daesh, parce que Daesh, ce groupe-là, ils ont laissé, en tout cas, ils ont brisé la structure sociale de la société, et nous, on voulait justement, grâce à ces comités, protéger le tissu social de la société kurde, arabe, et les autres composants, les Assyriens, donc les chrétiens dans la région. Merci beaucoup. C'est très intéressant tout ça. On peut en parler pendant 2 heures. Oui, mais c'est très, 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 très intéressant. Et puis bravo pour le 1. Et bravo pour les Kurdes qui ont su, dans ce monde de fous finalement, qu'on est là-bas, imposer, en tout cas, pouvoir mettre en place un tel système, qui est quand même un système exemplaire. Erij Waqila, tu as quelque chose à nous proposer, hein? Azkunni wazkunni igadun natrar azkunni تغريتين تكاي مازغان تغريتين تنا سفرو تغريتين تكاي إيمان نمازغان ديما نايتمكنا والندرارين كردستان أني أكتت درارين وانت التوام عايت ما أكتت درارين
وستر ولم أكتتار وال أكتتا يتماك كوان سالمتي غالي غالا غلا غال غلا غال غلا غال قال أدرار أيتما أني أكتتا درارين وانت التوام أكتتا درارين داروال واستر ولم أكتت أيتماك كوين وندرارن أيتماك كوين تايتمكن وانت كراري ندرارن ان كردستان و أزكني يقا أدو نللو الللو يغري كمازيق اكتتا درارا الني واتتوام ولكن التوات أدرار نساء غرات أدرار يغري تدرار في اللون أيتما أدو الندرار درار أولني مزغن تساذويل تون تهقيت مزغا أفريدي وأقول الاثنين من زونيير أقول دي السبعة ألما 8 وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM de la région parisienne, mais il a des Internet. Eh bien, toujours la même, hein, donc www.rfpp.net. Alors, la Guinée, c'est Hawad. Hawad, c'est un grand de la poésie amazigh de Ténéré. Et par ces quelques paroles-là, il a voulu rendre hommage aux Kurdes qui se battent aujourd'hui. Et il appelle c'est un cri, il a lancé un cri aux Amazirs pour leur dire rappelez-vous des montagnes que vous avez oubliées. Et il voulait s'adresser aux âmes des Amazirs, mais aussi aux âmes de nos frères des montagnes du Kurdistan. Voilà, donc en résumé, voilà ce que voulait dire Hawad. Il a voulu, par ces mots de poésie, adresser ses salutations et sa solidarité au peuple kurde qui se bat. C'est depuis le 19 octobre notamment contre la barbarie de l'État turc. Justement, le système que tu viens de nous décrire, Bakar, c'est un système exemplaire que beaucoup de gens aimeraient voir se réaliser chez eux. Et il se trouve que ce système-là, depuis le 19 octobre, l'État turc, Erdogan, est en train de le combattre. Il a lancé une offensive militaire depuis le 19 octobre, suite au retrait des Américains. Et ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est pire que de la barbarie. Voilà. Je te laisse la parole pour nous résumer un peu ce qui se passe depuis le 19 octobre. Donc effectivement, depuis le jour de l'offensive, l'armée turque a attaqué nos régions. C'est la 3e intervention de la Turquie en Syrie. La première intervention, c'était en août 2016. La deuxième, elle était en janvier 2018, quand il a attaqué la région kurde d'Afrin, où il a commencé à mener une politique d'opération ethnique dans cette région, avec l'appui des groupes djihadistes. Et là, depuis quelques semaines, l'armée turque a mené son 3e offensive, en tout cas la plus grande, où il a attaqué avec l'appui des groupes djihadistes. D'abord, c'était 2 régions
la région de Gélesepi et la région de Salekanie, où actuellement ces deux régions est occupée par l'armée turque et ses djihadistes. Donc là, on parle de 120 km de longueur avec une profondeur de 32 km occupée par ces régions. Bien évidemment, l'armée turque et Erdogan, quand ils attaquent au Rojava, ils attaquent d'abord ce modèle, le modèle qu'on avait évoqué, ce modèle où toutes nos composantes de notre société vivaient en paix. Donc pour lui, ça lui dérangeait de voir les rescapés de génocide arménien et de génocide syriaque qui sont venus, leurs petits-enfants, qui sont venus s'installer en Syrie et que leurs petits-enfants aujourd'hui vivent avec les Kurdes en paix. Ça lui dérangeait ça. Et c'est pour cela, quand il a attaqué, les premières victimes, on a vu des chrétiens. Il y avait aussi des Kurdes, on a vu aussi, ils attaquaient des églises. Ils attaquaient là aussi, depuis quelques jours, en renforçant une grosse offensive sur une ville qui s'appelle Tel Tamar, où c'est une ville ou une région qui a une forte présence des Assyriens, des Assyriens, et c'était des rescapés des génocides assyriens que les Ottomans ont commis en 1900, dans les années pour la Première Guerre mondiale. Eux, ils se sont venus s'installer dans cette ville dans les années 30. Donc ce que ses ancêtres Erdogan ont débuté au début du siècle, aujourd'hui Erdogan veut terminer cette mission-là, l'achever, et en exterminant les Kurdes et aussi les autres composants de la société qui sont ciblés, les chrétiens de l'Orient. Donc il s'attaque à ce projet, à ce modèle multiethnique, multiconfessionnel, à ce modèle-là où finalement toutes ces composants, ils ont trouvé leur place. C'est un modèle en tout cas qui a marché, qui marchait, et s'il est attaqué, c'est que ça dérangeait Erdogan, parce que lui-même, il veut pas voir à sa frontière sud tel modèle qui se développe, lui-même qui met en place un système islamiste, il met en place plein de politiques de répression à l'intérieur même de la Turquie. Donc ça lui dérange de voir un projet démocratique se développe à sa frontière sud. Il semblerait que hier, dimanche, des secouristes ont été attaqués par la Turquie. Il y en a même au moins un qui est mort, qui est décédé. Le village Ginoir, je ne sais pas si je prononce bien. C'est parfait. Voilà, très bien. Qui est un village particulier, apparemment, tu nous diras un mot, c'est un village de femmes libres ou libérées. C'est un village entièrement géré par des femmes. Là aussi, ce village, apparemment, il serait vidé aujourd'hui, donc par Erdogan et ses alliés. Et puis, apparemment, Kobané aussi est assiégé. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations là-dessus? Donc oui, effectivement. D'abord, comme j'avais dit, depuis quelques jours, il a mené cette attaque, cette offensive. Il y a une partie de notre région qui est contrôlée et occupée par l'armée turque. Il se trouve aussi que, pas loin de la ville de Sarikaniye, il y a ce qu'on appelle le Ginoir. Le Ginoir, où il y a des villages construits par les femmes, pour les femmes, habités par les femmes. Donc en fait, ce sont des femmes qu'ils ont construit, qui ont habité, notamment des femmes où ils ont une situation vulnérable, où ils avaient par exemple leur mari qui était tombé dans les combats, qui était mort dans les combats. Donc ces villages, on l'a mis en place, c'est-à-dire les femmes eux-mêmes, pour se protéger. Donc ça fait partie de notre système politique, de ce contrat social. Donc vu l'offensive, alors ces villages-là, ces habitants se sont du coup partis parce qu'il y avait des bombardements, il y avait ces bombardements-là. Leur vie menacée. D'ailleurs, on l'a vu, l'armée turque qui utilise tous les moyens. Il a même utilisé des armes chimiques. Il a utilisé des armes chimiques. Là, on a des preuves
qu'on a sur place, des médecins, en tout cas, qu'ils ont examiné. Là, on a eu un rapport qui vient de... en tout cas, ce sont des Suédois qui l'ont réalisé, qui prouve comme quoi l'armée turque, dans la ville de Salekani, a utilisé des armes chimiques contre la population civile. Voilà. Donc là, après avoir contrôlé ces deux villes, l'objectif de l'État turc, c'est d'encercler Kobane. Donc actuellement, malheureusement, on n'avait pas une carte, mais il se prête à attaquer, comme tout à l'heure j'avais dit, une ville qui s'appelle Tiltamer. Dans la ville de Tiltamer, il y a la route internationale. Il veut couper et contrôler la route internationale pour complètement encercler la ville de Kobane qui se trouve à l'ouest. Voilà, pour lancer. Donc ça, cette phase-là, c'est des phases préparatoires pour lancer son offensive contre la ville de Kobane parce qu'il vient au secours il veut se venger de Daesh et de ces autres groupes qui étaient à l'époque, en 2014, vaincus par les combattants kurdes à Kobane. Mais Kobane, alors je ne sais pas, mais on a entendu récemment que l'armée syrienne aurait occupé, en tout cas aurait pris le contrôle de Kobane. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'offensif, et comme le commandement général des forces, les forces démocratiques syriennes, donc dont les combattants kurdes font partie, alors de ce qu'il a déclaré, il a dit entre la génocide et le compromis, on choisira le compromis. Entre la génocide et protéger notre population, la priorité sera toujours pour protéger la population. Et quand j'ai parlé de la génocide, parce que l'armée turque mène un génocide depuis quelques jours, depuis quelques semaines, contre notre population. Et donc là, vu que les Américains se sont retirés de cette région, que Trump a donné le feu vert en tout cas pour contrôler une partie de notre territoire, il a fallu changer des stratégies, trouver d'autres alliances. Alors c'était qui ? On s'est retourné vers les Russes et vers le pouvoir central de Damas, puisque nous on pense que le pouvoir central de Damas a l'obligation de défendre l'intégrité territoriale de la Syrie, de défendre en tout cas, voilà. Et donc il y a eu un accord avec les Russes, avec le régime, pour que des soldats du régime puissent venir juste déployer à la frontière. Donc actuellement, à Kobane, effectivement, il y a eu des gardes frontaliers du régime central qui est venu juste se déployer à la frontière pour faire, en tout cas, sa mission qui est de protéger la frontière. Donc actuellement, la ville est toujours administrée par l'auto-administration, par du Rojava, par nous-mêmes. C'est toujours le cas. Il n'y a pas eu un changement sur, on va dire, la vie quotidienne et dans la gestion de la ville. Voilà ce qui s'est passé. Donc si Kobane est assiégé, ça veut dire qu'on suppose que les Turcs s'attaquent aux gardes frontaliers syriens, c'est ça ? Il y a eu plusieurs combats, même depuis quelques jours, cette semaine même, des combats violents entre le régime d'Erdogan, l'armée turque, appuyée par les groupes djihadistes, et l'armée de Bachar al-Assad. Et comment expliquer la position des Russes dans cette affaire, puisque les Russes, ils sont, on ne sait pas, on ne comprend pas, ils sont avec les deux. Est-ce qu'on peut comprendre ? C'est difficile. Effectivement, c'est un peu difficile, on va dire. Là, la crise syrienne, c'est une crise qui est complexe. On parle même d'une troisième guerre mondiale. C'est-à-dire, voilà, la crise syrienne, c'est comme une troisième guerre mondiale, où il y a plusieurs acteurs. Donc, il y a les Américains, il y a les Russes, de grandes puissances internationales, avec aussi les Européens qui font partie de la coalition, et il y a donc des pays régionaux. En tout cas, les Russes, comme j'avais dit, vu que l'armée turque qui a pris la permission et le feu vert de Trump, était obligé de demander l'aide de la Russie et du régime. Alors, bien évidemment, le régime, quand il est arrivé, il s'est déployé à la frontière et aussi à la région contrôlée par la Turquie. C'est-à-dire il est arrivé à la région pour faire en tout cas barrage
entre les forces démocratiques syriennes, donc et dont les Kurdes font partie, et l'armée turque. Mais bien évidemment, parce qu'il y a eu un accord, c'est à Soutchi, les Russes se sont portés garants pour, en tout cas, faire on va dire, un certain équilibre. Donc l'accord qui était entre Poutine et Erdogan, mais de ce qu'on avait vu que Erdogan n'a pas du tout respecté cet accord-là. L'accord qui prévoyait que l'armée régulière se déploie à la frontière et que les forces démocratiques syriennes, dont les Kurdes font partie, se retirent 32 km. Les forces kurdes se sont retirées 32 km de la frontière. Et l'armée syrienne est arrivée, donc l'armée de Bachar al-Assad, pour remplacer les forces démocratiques syriennes. Alors, malgré cela, nous avons tenu nos engagements. La Turquie n'a pas tenu ses engagements envers les Russes. N'a pas tenu ses engagements. Il a continué d'attaquer, d'avancer, et il y a eu des combats violents entre, d'un côté, donc la Turquie appuyée par les djihadistes et l'armée de Bachar al-Assad. L'armée de Bachar al-Assad est arrivée dans cette région avec des moyens, sans des armements lourds, juste avec des kalachnikovs, des roquettes. Donc c'est ce que nous on l'a dit. Comment ça se fait qu'une armée arrive sans venir avec des chars, sans venir avec de l'aviation, sans venir avec des anti-aviation, que l'armée turque utilise des anti-aviation. Et donc voilà. Donc je pense que pour expliquer, il y a effectivement, on peut dire, une contradiction dans le sens où là pour nous, on a dit que la responsabilité, ce sont des Russes, parce que les Russes se sont portés garants. Et aux Russes d'assumer ses responsabilités et donc d'arrêter l'avancement de l'armée turque et de ces djihadistes. Mais la Russie, apparemment, pour l'instant, il n'a pas réagi suffisamment. On peut l'expliquer comment que, quand vous le savez, depuis 2015, ou depuis cette date-là, il y a un rapprochement entre la Turquie et puis les Russes. Il y a la question, plusieurs dossiers communs entre ces deux pays, la question d'Idlib, notamment, la question d'Idlib où il y a tous ces groupes djihadistes aussi qui se trouvent à Idlib. C'est la Turquie qui tient ces groupes djihadistes à Idlib. Pour les Russes, la question de Idlib, c'est une question importante puisque ils souhaitent sécuriser, en tout cas, une partie de ils souhaiteraient, en tout cas, il y a une base militaire russe au sud vers Latakia et Tartus, et ils souhaiteraient donc sécuriser cette base-là. C'est une base importante. En tout cas, ils souhaiteraient ouvrir la route qui fait Alep, qui passe Alep par Homs et qui va jusqu'à Damas. Donc là, à l'intérieur de la dossier syrien, la Russie les Russes ont besoin de la Turquie, mais aussi ça dépend aussi de la crise syrienne, puisque il y a ce qu'on appelle il y a un projet du gazoduc qui était lancé et le gaz russe passe par le territoire turc pour alimenter le marché européen. Donc il y a une autre dimension qui rentre dans le jeu. Plusieurs paramètres. Et donc, mais en tout cas, voilà, pour nous, pour les forces démocratiques syriennes, pour les Kurdes et ses alliés, on a tenu nos engagements. C'est aux Russes aussi de tenir ces engagements. Puisque, là encore, si pour la Russie, la question de l'intégrité territoriale, c'est important, les Russes, ils se disent que l'intégrité territoriale de la Syrie est importante, et que pour Damas, cette question est importante. C'est à Damas aussi de réagir pour, en tout cas, faire protéger leur territoire. Protéger leur territoire. Ouais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Baker. On va faire une petite pause aussi. Erij, on va voir ce qu'il nous a préparé, pardon. Concocté. Voilà. أتني هاتيت ماشي أوكي.
چیای بیدن بدنگی تا بهوار چاره لخواه خستاگی لیو ناین تخار غيرين انت بهم طابو اشبون انت جي وصار القلب عي قربي تخورتكي كان غيرين انت بهم طابو اشبون انت جي وصار القلب عي قربي تخورتكي ومرن بالتشانبة دمع يجسبها ومرن بالتشانبة دمع يجسبها شريرة قطنبه وتبعي عجيني بتبعيس خالبو تيز ضايبيني شرينة قدنبه وتبعي عجينة بتبعيس خالبه تيز ضايبي جربوي هوا رنجي تشين بوهيبي رنجي تربو يا بوها خيرين انت وزنديبو الشاكش خواجرا ويا تيرك في الريبو بنش بالنداهية خيرين انت وزنديبو الشاكش خواجرا ويا تيرك في الريبو بنش بالنداهية نخشى يا فيني خمة شوبي ومال بايزا نخشى يا فيني خمة شوبي ومال بايزا فلد وشين اللوما مسكين ددا جبهارا فلد وشين اللوما مسكين ددا جبهارا أولني مزيغان تسادويل تونس كيس مزغان أفريدي وقور الاثنين من زونية لقور ذي السبعة على ما تسميني وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM pardon 106.3 Non, voilà, hein, des fois tu perds un peu tes habitudes, ton rituel, voilà. Donc c'est 106.3 FM pour ceux qui nous écoutent à la radio, à Paris et région parisienne. Et, vas-y, je te laisse. www.rftp.net. Non, t'as oublié le W, c'est pas possible. Mathilde, il ne veut pas se mettre à la page, quoi. Non. Donc, je te laisse une chance. Tu le répètes, s'il te plaît. Alors, je vais dire tout simplement rftp.net. Voilà, bravo. Et ça marche aussi. Ça triche. Sur Internet, voilà, les gens qui sont loin. Exactement. Si vous n'êtes pas à Paris ou aux régions parisiennes, vous pouvez nous suivre sur les ondes. Alors, c'est peut-être bien aussi de dire que notre émission est rediffusée sur Radio Fréquence Paris Pluriel, hein, que nous remercions beaucoup. Et puis, on peut l'écouter sur la page Facebook de Awelni Maziran. Voilà. Et sur le site de Samazra aussi. Exactement. Donc, vous avez toutes les possibilités de redécouvrir cette émission. Si, par le plus bête des hasards, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous suivre. Ouais. On vient d'écouter une belle chanson. Magnifique. Une belle chanson. Kurde, bien sûr, vous l'avez deviné, qui parle de combat et d'amour
Mais on laisse Bakar peut-être nous dire un petit mot sur cette chanson. Alors, c'est une chanson, on veut bien, ça parle en tout cas de la montagne. C'est le mot qui revient souvent. Les montagnes, on a un proverbe qui dit aussi pour les Kurdes que nos seuls amis sont les montagnes. Parce que c'est les montagnes qui ont toujours protégé le peuple kurde dans ces moments difficiles. Le moment difficile qu'aujourd'hui, ça fait partie de moments difficiles pour nous, puisque aujourd'hui, notre existence pour les Kurdes du Rojava qui est dans le jeu, puisque aujourd'hui, Erdogan souhaite exterminer le peuple kurde du Rojava pour installer ses djihadistes, pour mener sa politique de génocidaire. Voilà. Merci. Et c'est formidable parce que la Hawad, notre poète Mazed Teneri, il parle aussi, il fait allusion aux montagnes. Hein, et il dit, rappelez-vous les montagnes que vous avez oubliées. Et il fait allusion aux montagnes kurdes. Donc, oui, c'est ça. Donc, on se rejoint. Comme tu disais là au début, parfois, il suffit d'enlever dans les proverbes ou dans ce qui concerne la vie des Kurdes, il suffit d'enlever Kurdes et mettre berbère et c'est valable et inversement. Et vice-versa. Voilà, donc oui, ça. Et c'est pas par hasard qu'on est sensible mutuellement à nos combats, même si on est loin. On est très loin, mais on est sensible parce finalement on mène le même combat, hein, parce qu'on fait face à la même menace d'extermination. La même menace, voilà, la menace au même monstre. C'est très difficile de décrire ces idéologies qui veulent nous disparaître, qui veulent nous faire disparaître, qui veulent nous éradiquer. On peut pas, c'est difficile, on ne sait pas comment les qualifier parce que quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui dans le Kurdistan, c'est incroyable. Moi, j'ai lu que les milices pro-turques ont tué des femmes, mais ils se sont acharnés sur les corps de ces femmes qu'ils ont tuées. C'est fou. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, c'est bon, tu l'as tué. Mais eux, ils tuent, ils s'acharnent sur les corps, hein, des femmes qu'ils ont tuées. Voilà, donc là, Bakar, tu nous as dressé un tableau sur ce qui se passe dans le Rojava, sur la barbarie de l'État turc, sur toutes les injustices et toute cette offensive qui, bon, de toute façon, elle ne peut pas être justifiée, cette offensive qui n'a d'autre objectif que d'éradiquer les Kurdes, les pousser à partir, les chasser de chez eux. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises, hein, tu nous expliques le silence de la communauté internationale et surtout le silence des, entre guillemets, des soi-disant des pseudo-alliés des Kurdes. Parce que ces Kurdes qui meurent aujourd'hui face au bombardement turc ont donné au moins 11 000 de leurs jeunes femmes et hommes pour combattre l'État islamique. Sans compter les milliers de blessés et d'handicapés à vie. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on les lâche comme ça et on laisse les Turcs faire toutes ces barbaries dans le Rojava? Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, ou depuis quelques semaines, on voit bien l'attention d'Erdogan, qui lui-même qui ne le cache pas. L'attention d'Erdogan qui veut donc faire un changement démographique, faire une politique d'épuration ethnique contre les Kurdes et contre les autres composants de notre société. Et pourtant, il y a quelques années encore, tout le monde applaudissait, tout le monde criait fort parce que c'était les Kurdes qui sont venus, les forces démocratiques syriennes, le YPG qui sont venus se battre. Ils ont fait face à la barbarie de Daesh et de leur calife et de leur califat, l'État islamique. À l'époque, donc tout le monde citait, on voyait les images des fameux Kurdes partout, et ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié leur vie. On a donné la crème de notre jeunesse pour combattre donc ce groupe-là.
on a fait face à cette barbarie, on a combattu à la place du monde entier. On a sauvé l'humanité, même de la barbarie de Daesh, qui aujourd'hui revient, encore une fois, qui se renforce avec l'arrivée, avec l'offensive turque. Et d'ailleurs même, on voit les anciens combattants de Daesh qui étaient donc pris la fuite et qui sont partis dans la région contrôlée par la Turquie. Il revient pour prendre la revanche. On le voit bien, et malgré nos appels, aujourd'hui, on voit qu'il y a un silence de la communauté internationale. C'est-à-dire un silence ou plutôt on laisse la Turquie faire. Les médias, depuis le début de l'offensive, ici en Occident, en Europe, ils ont parlé de cette offensive. C'est pas qu'ils n'ont pas parlé, forcément, ils ont parlé. On a vu aussi, donc, il y a eu des partis politiques, des politiciens en France qui ont pris de position. Il y a même quelques jours, même le Parlement français qui a donc décrété une résolution où il a condamné l'offensive turque pour la première fois de l'histoire des Kurdes qu'un Parlement européen, ou bien un Parlement, en l'occurrence c'était la France, qui adapte cette résolution. Bien évidemment, nous, on dit c'est très bien ce que vous êtes en train de le faire, mais c'est pas suffisant, puisque en fait ça n'amène pas, ou bien avec tout de ce qu'on a pu faire, avec toute la réaction de ce pays et des Européens, la Turquie continue de mener son offensive. La Turquie continue de tuer nos frères et sœurs. La Turquie continue toujours de faire ça et de réaliser son politique de néo-ottomanisme. Et le but, c'est ce qu'on on le dit aux Européens. Si nous, on serait éradiqués, ça va être le tour à vous, dans le sens où Erdogan utilisera ces djihadistes contre vous. C'est le retour des djihadistes ici en Europe. C'est le retour des attentats ici en Europe. Et d'ailleurs, le même Erdogan lui-même, il a dit à plusieurs reprises, il menaçait les Européens, comme quoi il fait des chantages. Là récemment, le chantage qu'il a fait il y a 2 jours en disant qu'il va libérer les prisonniers de Daesh qui se trouvent dans ces prisons. Donc voilà, on voit bien qu'ici il y a un chantage et que les Européens sont faibles. Le problème des Européens, je pense qu'ils sont faibles parce qu'en fait, ils ne sont pas unis. L'Union européenne, c'est une entité économique, mais bien évidemment, ce n'est pas une entité politique. Mais malgré cela, nous, on pense que pour les Européens, c'est le moment de réagir. S'ils ne réagissent pas aujourd'hui, s'ils n'arrêtent pas Erdogan, il va continuer encore. Aujourd'hui, il utilise la question des réfugiés. Demain encore, il va trouver une autre carte pour mener son chantage contre les Européens. Donc il faut l'arrêter. Comment l'arrêter ? Nous pensons qu'il y a déjà la France au niveau diplomatique, il a fait quelques pas. C'était des pas importants. Mais nous, on sait que la France seule ne peut pas faire face à la Turquie. Ce qu'il faut idéalement faire, avec l'Allemagne, aussi la Grande-Bretagne, donc la France, 3 grandes puissances importantes, puissent en tout cas essayer de trouver une solution. La solution, c'est quoi ? Nous, on a demandé une force d'interposition. Très clairement, on a dit, si la Turquie prétend que nous, on est une menace pour la Turquie, alors dans ce cas-là, une force d'interposition peut venir et peut voir et témoigner qui agresse qui. Très clairement. Voilà, donc là, nous, on a fait des appels et on a dit, voilà la solution, concrètement, comment vous pouvez faire. Parce que finalement, pour les Américains, la Syrie ou le Moyen-Orient, c'est loin, mais pour les Européens, c'est pas si loin que ça. Les Européens, ils étaient victimes aussi des plusieurs attentats. En France, le Bataclan, Charlie Hebdo, attentat de Nice, donc... le menace des groupes islamistes n'est pas loin. Et même il y a quelques jours, il y a un ancien, quelqu'un de service, je pense que oui, c'est du service de renseignement français, qui disait que là, Daesh se renforçait, encore une fois. Donc on voit bien. Mais malgré cela, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas un acte, il n'y a pas des mesures concrètes
pour arrêter cette offensive turque qui a pour but de ressurgir les groupes djihadistes pour mener le chantage contre les Européens. Et les États-Unis, bon, vraiment brièvement, parce que bien sûr la position de Trump elle est insoutenable, elle est vraiment honteuse. Mais comment expliquer un peu cette lâcheté de Trump? En fait, aux États-Unis, son administration était partagée. C'est-à-dire, plusieurs personnes de son administration étaient contre ces décisions-là. Même on a vu qu'il y a quelques mois, c'était son ministre de la Défense, chef du Pentagone, qui a démissionné. C'était en décembre 2018 quand il avait déclaré qu'il allait se retirer. On a vu aussi aujourd'hui que plusieurs sénateurs qui sont contre ces décisions. On a vu que même l'ancien envoyé spécial des États-Unis en Syrie, McGourt, qu'il a déclaré que c'est une erreur stratégique et c'est le retour de Daesh. Lui-même qui disait que la Turquie a aidé 40 000 djihadistes passés à la Syrie. Ouais. Donc il donnait même des chiffres. Voilà, nous on pense que malgré que son administration ils sont pas d'accord, mais Trump et certaines personnes proches de Trump eux-mêmes, ils ont décidé de aller à l'encontre, en tout cas de la stratégie américaine. La stratégie américaine qui était en Syrie, qui était restée pour terminer la lutte contre Daesh. Parce que c'est pas encore terminé dans la mesure où il y a toujours des cellules dormantes. Et aussi la stratégie américaine qu'ils étaient restés en Syrie et au Rojava pour contrer l'influence iranienne. Mais avec cette offensive, on voit bien, c'est que Daesh y revient. Alors, d'autres puissances comme l'Iran peuvent profiter de la situation. Mais, comme on avait dit, il y a un deal, on ne sait pas c'est quoi, qui était signé un accord entre Erdogan et Poutine. Même les personnes de son administration ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux hommes? On va faire une petite pause. إريج أتيت ماشي نغورك عقلا كنيد دواول مزيان ذي راديو فريكونس باري بلوريال. Être ou ne plus être est un essai romancé de Fu Mouha Abhari. Dans ce roman exceptionnel, l'auteur qui nous a quittés en 2003 parle des séquences de vie de petites gens exilés dans leur peau. Il raconte l'histoire de Berksha, une petite fille née à Imitsarzo dans l'Atlas, en plein pays berbère. Berksha est la porte-voix de ce monde berbère décimé et écrasé par l'armée française, avant d'être livré, pieds et poings liés à des collaborateurs amis de la France qui gouverneront le Maroc et qui mettront tout en œuvre une fois le pays indépendant, entre guillemets, pour éradiquer tout ce qui est berbère. Pour rappel, cette guerre barbare menée par la France contre les Berbères à la demande de la monarchie alawite a fait plus de 600 000 victimes berbères entre 1912 et 1933. Aucune confédération de tribus berbères ne s'était rendue, aucune, alors que dans les villes comme Fès et Rabat, les habitants fêtaient les avancées de l'armée française, intervenue, disent-ils, pour les protéger. Toutes les régions berbères conquises et vaincues ont été classées zones militaires et leurs habitants forcés à vivre dans la misère totale. C'est de cette misère que parle aussi ce roman. Berksha, le personnage, est la fille d'un résistant mort en défendant ses terres contre l'armée française. Encore enfant, il est marié de force à un imam et violé. Il finit par fuir sa condition pour rejoindre les bordels de Casablanca. Il est devenu une pute au nom de la patrie. Abhari écrit « Le brave laissa donc sa fille est partie. Quelle erreur ! Il avait tort de la laisser, mais il ignorait, comme tous les braves en ces temps, là, que les filles des montagnards, combattant pour la liberté, étaient promises au bordel de l'Istiqlal. C'est la vie su. Lui aussi aurait tiré parti de la guerre. Sa fille ne serait pas une pute maintenant. Il serait ingénieur ou médecin. Lui aussi aurait été un citadin ami de la France. Et sa fille aurait ignoré jusqu'à l'existence des bordels. Berksha n'existe pas officiellement. L'État marocain a effacé la présence physique de ces berbères, ces êtres primitifs. Le système n'a recensé Berksha nulle part. Il ne l'a muni d'aucun papier d'identité, écrit l'auteur. Cet essai s'inspire d'une histoire vraie,
celle de Bircha, une autre Bircha, embarquée par l'armée française en Indochine pour assouvir les désirs des gommiers. Cette Bircha, que j'avais le plaisir de rencontrer personnellement à plusieurs reprises, boit de vin rouge, fume des Casasport, une marque de cigarettes de bas de gamme, raconte ses aventures dans différents bordels et exhibe son corps tatoué sans gêne. Le livre aurait pu faire à sa sortie l'effet d'une bombe intellectuelle, mais elle avait passé inaperçue. Elle avait été même ramassée des librairies, car la référence berbère tisse entièrement ce texte. L'histoire est le thème central de cette fiction réaliste. Il est vrai que les romans de la littérature nord-africaine à traiter d'un tel sujet secondaire, entre guillemets, sont rares. Vrai aussi, il y a des exemples, citons juste le Polygone étoilé de Katib Yassine. Abhri était journaliste, rédacteur en chef de l'excellente revue berbère Tifina, disparue actuellement, et surtout un novelliste hors pair. Son unique roman, Être ou ne plus être, actuellement introuvable sur le marché, nécessite une réédition. أول مزيغان تسادويلت ونتساقيت مزغان أفريدي وقور الاثنين من زون يلا قور دي السبعة ما تسمعني لبزقان دي راديو فريكونس باري بلوريال يفيك ثميلا. Oui, c'est ça. Ou sinon, pour nous écouter, hein, il faut y aller sur les ondes, Ouais. allumer la radio sur 106.3, Si on est en région parisienne. ou à Paris même. Voilà. Ou si on est ailleurs dans le monde, eh ben, il faut faire www.rfpp.net. Alors, Bakr, on a fait un peu le tour. C'est vrai qu'on est même pas une heure, c'est très difficile de te dire, mais on a essayé de balayer un peu l'actualité, la situation dans le Kurdistan, notamment le Rojava. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je voulais aussi savoir, qu'est-ce que des gens comme nous, comme ceux qui nous écoutent, des berbères, mais des non-berbères aussi, mais là, il y a certainement beaucoup de berbères qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider, pour essayer de faire en sorte que les Kurdes ne soient pas seuls et pour apporter leur solidarité? Déjà, en fait, voilà, organiser ces types d'événements, d'initiatives, c'est quelque chose qui aide, bien évidemment. Là encore, ce que vous avez fait, c'est très bien, le 9 pour le débat. Donc, c'est de multiplier ce type d'initiatives. D'ailleurs, même nous, le 9 novembre, il y aurait une manifestation à Paris. Donc là, Comme tous les samedis d'ailleurs. comme tous les samedis. Ouais. Donc là, c'est un appel à nos amis français, à nos amis berbères, de venir aussi, de participer avec nous dans cette manifestation qui aurait lieu à Paris, place République, à 15h. Donc le 9 novembre. 9 novembre, c'est ça. Il y aurait aussi, j'en profite pour aussi lancer un appel, il y aurait le 16 novembre un grand concert aussi à Paris pour le soutien donc, du Rojava, avec les participations des groupes musique, il y a un groupe musical kurde et aussi français, donc vous pouvez venir. Là, ça serait aussi à la République normalement. La République, d'accord. Voilà. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que les gens qui sont loin, qui sont en Afrique du Nord, qui sont un peu partout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Est-ce qu'il y a des pétitions? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a certainement des choses peut-être que les Kurdes attendent de nous. Je pense qu'aujourd'hui, avec le mode de communication, par exemple Twitter, c'est devenu un enjeu très important. C'est pour les gens qui peuvent toujours donc à la fois nous suivre sur Twitter, mais aussi en fait poster, Donc diffuser, il faut parler Ouais. de la situation. Donc il Voilà. faut parler de la situation, dénoncer l'action turque, la barbarie turque. C'est déjà beaucoup, c'est ça? Déjà faire ça, pourquoi pas aussi organiser des manifestations, par exemple ça peut être des rassemblements au nord d'Afrique, dans les régions où il y a majoritairement des berbères, pour nous soutenir. Ça fait aussi ces types d'actions pour notre soutien, pour aussi dénoncer l'armée, la Turquie. D'ailleurs, la Turquie même, aujourd'hui, se voit isolée diplomatiquement. Il y a beaucoup de pays, à la fois européens, qui ont donc dénoncé, d'autres pays aussi du Moyen-Orient qui sont dénoncés, sauf Qatar
et Hamas et d'autres organisations qui l'ont soutenu se sont trouvés isolés. Donc le fait qu'aussi qu'au nord d'Afrique, nos amis berbères aussi puissent nous soutenir, puissent donc se rassembler, faire une manifestation, ça peut être aussi une table ronde, faire une table ronde, une conférence. Donc ces types d'initiatives permet à la fois de dénoncer, et c'est important aujourd'hui de dénoncer. Maintenant, pour les autres, nos amis qui sont à Paris, nous, à Paris, donc il y a les manifestations. Là, pour le journée de 2 novembre, c'était une grosse manifestation à Paris. C'était une très belle réussite. Donc, nous, on continue, la lutte continue sur place. Les combats continuent sur place au Rojava. Pour nous aussi, le combat continue au niveau médiatique, au niveau... on continue de faire des manifestations partout. Donc voilà, là-bas et ici, le combat continue. Très bien. Eh ben, donc, encore une fois, nous lançons un appel à rejoindre les manifestations qui auront lieu ce samedi, aussi bien à Paris qu'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des manifestations à Marseille, à Lyon, un peu partout. Surveillez si vous regardez les médias kurdes, si vous regardez Tamazra, la page Facebook de Tamazra, nous donnons ce genre d'informations. Donc n'hésitez pas à y aller avec vos drapeaux berbères, avec vos drapeaux kurdes, pour apporter votre soutien et solidarité au peuple kurde qui se bat. Et suivez l'actualité. Et n'hésitez pas à parler autour de vous, à poster, à essayer d'organiser des événements, des rencontres autour de l'actualité kurde, et surtout aussi dénoncer l'action, l'offensive militaire turque. Thamila, on sera parce qu'on arrive à la fin. Oui. Je pense qu'on a à peu près. Donc, on va dire merci beaucoup à Bakar d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de l'actualité de la situation dans le Rojava en particulier. Peut-être laisser un dernier mot à Bakar, s'il a envie de le dire. Exactement. Je tiens à vous remercier. Merci à l'équipe qui a organisé donc cette émission, et aussi mes salutations à tous nos amis berbères ici en France et partout dans le monde. Merci beaucoup, Bakar. Excusez-moi, comme j'ai la réputation de la Facebookienne de l'équipe, je me permets, alors il faut citer tous les réseaux sociaux, mais je me permets de te solliciter pour nous donner le nom du réseau social de la page du Rojava en France, par exemple, pour que nos auditeurs puissent s'abonner directement et au-delà de passer par l'information de Tamazra, Alors notre page Facebook s'appelle Représentation du Rojava en France, et notre Twitter c'est Rojava France. Voilà. Très bien. Voilà. Vous avez aussi une page très intéressante qui s'appelle Kurdistan au féminin, Kurdistan au féminin, CAF, qui est très intéressante aussi, qui donne beaucoup d'informations. Et puis aussi le CKDF. Le CDKF.fr. Et aussi à notre site en français, c'est Roj Info. Donc Roj, R-O-G. J, ça veut dire Roj, qui veut dire soleil en kurde, donc Roj Info. D'accord, voilà, très bien. Alors, merci beaucoup, Bakar. Et puis, nous avons là envie de dire à nos amis kurdes, à nos frères kurdes, que Imaziran, les Berbères, sont avec vous, nous serons avec vous, nous sommes convaincus que les Kurdes vivront, comme les Berbères aussi vivront. Tant qu'on se bat, on va vivre. Et ce n'est pas la barbarie turque et ses alliés, ces alliés terroristes qui vont mettre fin à notre volonté d'exister. Alors, merci Rij qui nous a accompagnés à la technique. Merci Thamila. Merci Massine. Et merci Bakar. Et Wider Dislen aussi. Merci que Wider Dislen. Et au mois prochain. Au mois de décembre. زيادايك بقربانو تنهيني طول عمر بدستي خون مجانو شربانو 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 كزيادايك بقربانو
خوین به جانو شروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده تفنگل سر میلانو شروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده تفنگل سر میلانو شروانو شروانو شروانو